Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cette journée de m'accueillir pour donc débuter cette journée et vous proposer dans un premier temps, du coup, un point de vue plutôt philosophique et éthique sur cette question de la journée et plus spécifiquement sur la question du mensonge. Donc, je vais dès à présent commencer mon propos de manière à avoir le temps de pouvoir vous évoquer toutes les idées que j'avais préparées pour les questionner ensemble par la suite. Donc je l'ai marqué sur mon support, mais si c'est pas marqué sur le programme, je fais de la philosophie, donc je suis doctorante en philosophie. Alors, du coup, réfléchir à la question du mensonge, on pourra dire que ça fait écho, en parallèle, à une notion qui est la vérité. Mais d'une vérité qui, à un moment donné, n'est pas activement dévoilée et n'est pas volontairement dévoilée. Si je donne ces deux termes, c'est que déjà, selon le philosophe Vladimir Jankélévitch, qui est un philosophe du XXe siècle, on ne ment jamais volontairement, si vous voulez. Et activement, puisque a priori celui qui ment n'est pas passif, sauf si l'on considère que taire un élément relève de la passivité. Le mensonge, finalement, correspond au fait que ce qui est dit n'est pas adéquat à la réalité, donc au vrai de la situation engagée. Si j'insiste sur le terme de dit, le verbe dire, c'est que finalement, il semble que le langage soit corrélatif du mensonge. A priori, un geste, un comportement n'est pas mensonger. C'est plutôt la parole qui implique le mensonge. Et donc, pour citer une fois encore Jankélévitch, il dit la chose suivante. Ce langage qui était fait pour exprimer et révéler, voilà qu'il nous sert à dérober. Donc finalement, on peut dès à présent se questionner sur ce qu'est le mensonge. Est-ce que le mensonge, c'est le fait de s'abstenir de donner une information pertinente au regard d'un contexte, ou est-ce que c'est le fait de divulguer une information qui serait erronée? Autrement dit, est-ce que le mensonge est associable au secret, au silence, à la dissimulation, ou est-ce que c'est le fait de rajouter quelque chose qui est faux? Et donc du coup, le menteur, qui est-il? Est-il celui qui s'abstient de tout dire ce qu'il pourrait dire, ou est-il celui qui va surajouter quelque chose de faux, véritablement? L'information que l'on dit aujourd'hui claire, loyale, appropriée, est une notion qui est très très utilisée dans le soin. Et elle vient marquer, si vous voulez, le passage d'une société où l'autorité était très reconnue, la hiérarchie très reconnue également, à une société où l'autonomie est quelque chose qui est davantage valorisé. Et ce changement sociétal, si vous voulez, la relation de soins n'y échappe pas. Si bien que finalement, comme la personne qui a fait le premier discours l'a souligné, on passe finalement d'un modèle paternaliste du soin à un modèle autonomiste. Aussi, il me semble important du coup de questionner la place que pourrait avoir le mensonge de ce point de vue-là. Et plus spécifiquement, le mensonge qui pourrait émaner du soignant ou du praticien. Donc finalement, la philosophie, quand elle essaye de s'intéresser à la question du mensonge, elle essaye de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Autrement dit, elle essaie de savoir et de comprendre si le mensonge peut être, à un moment donné, moralement justifiable. Et donc, le pan de la philosophie qui s'intéresse à ces questions-là, c'est la philosophie que l'on dit morale, si vous voulez. Cette philosophie peut se cristalliser dans différentes questions, comme que dois-je faire? Quelles sont les limites de mon action? Qu'aurais-je dû faire? Ça touche véritablement la valeur de notre action. Donc, ce que je vous propose de faire dès à présent, c'est d'essayer d'interroger ce mensonge du point de vue de la philosophie morale. Et ensuite, d'essayer de voir si ce mensonge qui existe dans la philosophie morale, peut être intéressant pour le penser dans le domaine du soin. Est-ce qu'il s'agit du même mensonge, véritablement? Alors, commençons par évoquer Jankélévitch qui, au sein de sa philosophie morale, s'est intéressé à cette question du mensonge et cette question de la vérité. Il nous dit une première chose qui est intéressante. Il explique que le mensonge est en l'homme la marque de sa conscience. D'accord ? En témoigne d'ailleurs le premier mensonge qui est exprimé par l'enfant. Je le cite, c'est la conscience qui s'est déniaisée toute seule, en découvrant un beau matin son admirable pouvoir de dissimulation.
Que le mensonge soit bénin ou grave ne change rien à son importance, car la grande affaire n'est pas le volume du mensonge, mais l'intention même de mentir. Donc d'emblée, si vous voulez, quand on s'interroge d'un point de vue moral sur le mensonge, c'est bien la question de l'intention qui est mise en avant dans la philosophie morale. Et je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier de la philosophie d'un point de vue en général, mais Kant est un philosophe allemand qui s'est beaucoup intéressé à cette question de la morale, et il va vraiment faire reposer le fait qu'une action soit bonne ou pas sur le régime de l'intention. Donc en morale, c'est vraiment un repère qui est clé et qui est très intéressant. Après, du point de vue du soin, on peut se questionner. Probablement que le mensonge sera plus ou moins grave selon les conséquences de ce mensonge. Cela dit, si l'on remarque, si l'on voit que l'intention d'un médecin, par exemple, ou d'un soignant a été délibérément de mentir, ça peut être gênant, ça peut être quelque chose qui nous impacte. Si le mensonge advient d'une façon involontaire, finalement, on peut se dire que personne n'y est pour rien. Sauf que là, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut être clair sur les termes utilisés, on ne serait pas tant dans le domaine du mensonge que dans le domaine de l'erreur. L'erreur, c'est pas tant le fait de tromper que de se tromper. L'erreur, c'est le fait de tenir pour vrai ce qui est en réalité faux. Et je pense que dans le domaine médical, dans la mesure où on ne maîtrise pas tout, où on ne contrôle pas tout, l'erreur peut exister. Et il existe bien des cas où ce qui a été dit ne s'est en fait pas réalisé. D'accord ? Donc, d'un point de vue général, on peut se demander comment finalement assumer une demande d'un patient quand la seule certitude est parfois l'incertitude. La deuxième chose que va nous dire Jankélévitch, c'est que, si vous voulez, c'est bien l'autre qui m'incite premièrement au mensonge. Je le cite encore une fois. Le regard d'autrui m'impose la première tension du tête-à-tête, la première gêne pudique. Qu'il s'agisse d'en mériter l'estime ou d'en évincer la concurrence, qu'il soit plutôt le ressort de ma vanité ou plutôt l'obstacle à mes intérêts, l'autre, par la seule pression de notre mise en rapport, me suggère la tentation de manœuvrer. Donc cette phrase est intéressante, même si elle est évoquée plus largement que le domaine du soin. Il semblerait que ce soit bien l'autre, en tant qu'il a un visage, en tant qu'il me regarde, qui finalement me fait me poser la question de savoir est-ce que je peux tout dire, tout le temps, tout de suite. Et cette question du visage et du regard en philosophie est très très intéressante. C'est d'ailleurs Emmanuel Lévinas qui explique que c'est bien en l'autre son visage qui appelle ma responsabilité morale et qui appelle le besoin d'éthique, si vous voulez. Donc ça, c'est véritablement important. Donc finalement, que dois-je faire quand quelqu'un me demande de lui dire tout ce que je sais, alors que je sais en même temps que cette information pourra blesser, pourra faire mal, ne sera pas forcément bienveillante et bienfaisante pour lui. Jankélévitch nous dit du coup que le menteur, celui qui choisit cette voie-là, décide à un moment donné d'évincer la difficulté. Et c'est pour ça qu'il nous donne deux caractéristiques de ce mensonge. Un mensonge qui est à la fois sociable et insociable. Sociable pourquoi ? Parce que le mensonge va dans un premier temps permettre d'arrondir les angles, permettre de rendre compatibles les intérêts, permettre d'arranger les choses. Mais il va surtout nous dire que ce mensonge est insociable. Pourquoi ? S'appuyant sur la philosophie de Kant, il se dit que finalement si tout le monde prenait pour motif d'action le fait de mentir, ça rendrait tout simplement toute relation impossible et toute société impossible. On ne peut pas finalement prendre le mensonge comme règle d'action. Ce n'est pas possible. Donc finalement, Jankélévitch, vous l'aurez compris, est plutôt critique par rapport au mensonge et au menteur. Il le décrit même comme celui qui est tendu, qui est superficiel, qui est seul. Il va placer le mensonge du côté du moindre être, du moindre effort, de la moindre résistance. Le menteur serait celui qui renonce aux avantages lointains de la vérité, pour les bénéfices immédiats et prochains du mensonge, si vous voulez. Donc du coup, il est plutôt dans une posture de critique. Et il explique aussi que la construction mensongère est quelque chose qui est difficile à tenir dans le temps. Autant le vrai est quelque chose que l'on pourra vérifier, par comparaison constante au vraisemblable, autant le faux, on doit un petit peu, d'une certaine manière, suer pour que celui-ci tienne dans le temps. Donc il nous explique que le mensonge, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose d'évident. Donc finalement,
Jankélévitch, critiquant ce mensonge, disant que c'est quelque chose qui finalement est un vol de la confiance, qui vole quelqu'un qui ne s'aperçoit pas même pas qu'il est volé, du coup il est plutôt critique. Alors, on peut se demander, a-t-on le devoir d'être dans un impératif radical de vérité? Ou peut-on considérer une vérité relative en fonction de ceux ou celles qui nous feraient face? Petit détour par Kant, avant d'en venir à un point de vue peut-être plus concret, pour voir ce que ça peut donner dans le domaine concret du soin. La posture de Kant sur le mensonge a été rendue publique et connue à travers un débat et une controverse qu'il a eu avec un philosophe français qui s'appelle Benjamin Constant. Benjamin Constant affirme la phrase suivante. Il dit que la vérité n'est un devoir qu'envers ceux qui ont le droit à la vérité. Autrement dit, on n'est non pas dans une vision absolue de la vérité, mais dans une vision relative, au gré des circonstances, en fonction de la personne qui nous fait face. Pour ce philosophe français, qui est en controverse avec Kant, dire la vérité d'une façon absolue rendrait toute société impossible. Ce n'est pas possible d'avoir un impératif radical de vérité. Pour autant, je vous rassure, il n'est pas quand même à dire qu'il faut mentir tout le temps et partout. Il est plutôt dans la recherche d'un moyen terme, d'un juste milieu pour essayer de s'adapter, si vous voulez. Et lui, il a une conception de la vérité qui est la suivante. Pour lui, la vérité est un devoir. Et un devoir est toujours corrélatif à un droit. Mais si certains n'ont pas droit à la vérité, alors le devoir de vérité ne s'applique pas. Alors c'est une posture, je vais vous le dire, qui a fait bondir Emmanuel Kant, qui vraiment est représentatif de la morale au sens fort du terme, car pour lui, véritablement, la vérité doit être un devoir absolu. Peu importe les conséquences, peu importe si cette vérité nuit à autrui, il faut que la vérité existe de façon globale, si vous voulez. Et donc, pour lui, le mensonge est véritablement une injustice pour Kant, parce que ça vient ruiner l'essence de la communication et ça vient ruiner toute idée d'humanité. Donc il n'y a pas d'autre chemin possible pour Kant que celui de dire la vérité. D'accord ? Donc finalement, dès à présent, on peut essayer de savoir, essayer de se poser la question suivante, qui est celle, finalement, qui est la suivante. Est-ce que le mensonge de la philosophie morale, tel qu'il est souvent critiqué, est le mensonge du soin tel qu'il peut être pratiqué? On est peut-être à des niveaux différents et on est peut-être dans des réalités qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est important à avoir à l'esprit. Donc si on prend un petit regard synthétique, historique, si on peut le dire de la façon suivante, on voit que dans l'histoire de la médecine, le mensonge est souvent défendu. Allons directement à Hippocrate, qui est souvent caractérisé comme le père de la médecine moderne, si on peut dire les choses comme ça, où déjà, lui, défendait l'usage du mensonge pour protéger le patient. Il disait que ce mensonge permettait au patient de ne pas se sentir menacé, de ne pas se sentir mal par rapport à une vérité qui serait trop lourde à porter, si vous voulez. Platon, qui n'était pas médecin, mais qui s'est quand même questionné sur cette chose-là, nous expliquait que le mensonge peut être justifié d'un point de vue moral. Alors il prend l'exemple de la politique, en disant que si finalement ce mensonge sert à protéger l'État et ses citoyens, tromper l'ennemi n'est pas quelque chose de moralement condamnable, dans la mesure où la fin de ce mensonge, la finalité est quelque chose de noble, et quelque chose qui vaut véritablement comme valeur. Il s'est questionné sur le rôle du médecin. Et pour lui aussi, le médecin aurait des droits pour mentir. D'accord ? Puisque finalement, il a un certain pouvoir et il pourrait ne pas toujours avoir à divulguer la vérité aux malades. Dans la Rome antique, c'est intéressant de voir que le mensonge est aussi accepté, mais intégré dans une volonté thérapeutique. D'accord ? Intégré dans une volonté de bien faire pour le patient. Et aussi, finalement, cette volonté thérapeutique est le reflet et le miroir de patients qui, en général, vont voir le médecin pour avoir une bonne nouvelle, pour être bien. Donc finalement, on a une espèce de corrélation entre l'usage du mensonge par le médecin et les attentes du patient dans la Rome antique. Au Moyen-Âge, là, on est dans une posture où la place de la religion est plus prégnante et le médecin a une autorité renforcée. Le médecin, en tant qu'agent de Dieu, devrait connaître la même obéissance que Dieu, d'une certaine manière. C'est ainsi que le terme de dissimulation prudentielle
est exprimée par saint Thomas d'Aquin, dans un souci charitable d'éviter aux patients de porter le poids d'une vérité trop lourde, d'une vérité trop malfaisante pour lui, si vous voulez. Donc finalement, quelques éléments qui nous font dire que d'un point de vue de la philosophie, on pourrait le condamner, mais d'un point de vue de la pratique, c'est quelque chose qui est utilisé et qui est mobilisé. Donc finalement, entre la faute morale de la philosophie morale et la bienveillance thérapeutique qui semble justifier le mensonge dans son utilisation plutôt massive, comment pouvons-nous nous situer aujourd'hui, avec toute notre société portée par des repères juridiques où l'information doit être claire, loyale et appropriée, où il y a véritablement une autonomie qui est prégnante? Comment faire? Donc finalement, pour finir et conclure sur cette intervention, il semblerait que le mensonge émerge quand ce qui est su est tu, mais de façon durable et définitive. Ne pas révéler une chose de façon durable et la révéler, mais à un moment donné du temps, n'est pas forcément la même chose. Si bien que finalement, la question de la temporalité dans l'annonce d'une nouvelle, d'une maladie, peut être importante. Peut être importante parce que finalement, le praticien pourrait, en fonction du patient, en fonction de son rythme, en fonction de ses espoirs, de ses projets, en fonction de son droit de savoir et de son droit de ne pas savoir quelque chose, s'adapter au patient et élaborer quelque chose comme un parcours de l'annonce. Un parcours de l'annonce qui est mobilisé par une temporalité de l'attente des étapes, mais qui n'est pas pour autant un mensonge au sens moral du terme, si vous voulez. Si bien qu'on peut se questionner sur le fait de savoir, est-ce qu'il existe une science du moment opportun pour annoncer quelque chose? Donc ce moment opportun ne serait pas un moment parfait, hein. C'est pas que cela que je dis, mais c'est un moment qui serait travaillé par le praticien pour essayer de choisir la meilleure opportunité, la meilleure temporalité pour annoncer quelque chose. D'accord? Et donc finalement, au regard procédural du médecin, du scientifique, du praticien, pourrait s'ajouter l'intuition, qui pourrait être quelque chose d'important. Et alors ça fait très très brièvement, ça fait écho à une notion de temporalité qui est présente dans la philosophie grecque entre le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps linéaire, quantifiable, quelque chose qu'on peut mesurer, c'est le temps du soin. Le kairos, c'est plus davantage un temps métaphysique qui signifie l'instant opportun pour faire quelque chose. Donc finalement, dans ce temps linéaire du chronos, comment le praticien peut-il saisir ce kairos, qui est ce moment opportun, pour essayer d'être le plus bienfaisant possible. Donc pour conclure, finalement, ce que je peux vous dire, c'est que, finalement, à la façon dont Benjamin Constant le pensait, peut-on envisager une société qui se caractériserait par un impératif radical de vérité? Dans le domaine plus particulier du soin, peut-on envisager cette absoluté de la vérité, qui se caractériserait par le fait de tout dire, tout de suite, tout le temps? Est-ce que finalement le fait d'être dans cet impératif n'est pas une façon de contrevenir à la bienfaisance du soin? Est-ce que ce n'est pas une façon d'être aussi parfois malfaisant? Donc il semblerait que cette idée de juste milieu, de parcours de la vérité, de temporalité adaptée, soit une façon intéressante de penser la place de la vérité et du mensonge dans la relation de soin. Aussi, pour finir, à l'entièreté objective du véridique, il semblerait que le soin lui préfère une métrique spécifique de l'annonce qui serait balisée dans un parcours d'annonce et de vérité en fonction de la singularité et de la spécificité du contexte et du patient en question. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Madame Lemoine. Donc, on accueille maintenant Cyril Lervat, qui va nous parler de la vérité en